Alors, Frédéric, nous voilà de retour en Californie. Alors, nous sommes maintenant avec Christophe Sautin, qui est responsable scientifique des programmes d'exploration du système solaire au JPL de la NASA, en étant français, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Voilà, très bien. Donc, première question, Christophe, vous avez suivi de près, bien sûr, cette mission. Pourquoi travailler en infrarouge? Pourquoi est-ce si important d'avoir cet instrument VIMS, Virtual Infrared Mapping Spectrometer, euh, surtout pour travailler avec Titan? Alors, c'est pas virtual, hein, c'est visual. Donc, c'est un spectromètre infrarouge qui a été développé en particulier avec l'équipe de l'Institut d'astrophysique spatiale qui est à Paris. Et j'en profite pour remercier les chercheurs de l'Institut d'astrophysique spatiale, en particulier Jean-Pierre Bibring, qui en 1989 est venu me chercher et m'a dit Christophe, je crois qu'on a besoin de géologues sur notre mission. Est-ce que tu serais d'accord pour venir travailler avec nous? Donc 1989, c'est quand on a commencé à écrire le projet et qui a été accepté un an plus tard. Donc ça veut dire que je travaille sur Cassini depuis maintenant 28 ans. Donc ça a été une grande partie de ma carrière. Alors pourquoi c'est important? Quand on a écrit en fait ce projet, on pensait que cet instrument allait nous apporter des informations sur l'atmosphère simplement. Et au cours du développement, on s'est rendu compte qu'on pouvait observer la surface de Titan dans l'infrarouge, ce qui nous a permis d'obtenir des cartes de la surface de Titan dans différents types de longueurs d'onde et d'avoir des informations sur la composition de la surface. Et comme l'a très bien expliqué Jean-Pierre plus tôt, cet après-midi pour vous. Titan est un monde très très riche. C'est un monde absolument unique et je suis complètement d'accord avec Roger Maurice Bonnet. Merci beaucoup. Si on doit retourner quelque part dans le système solaire, c'est bien sûr sur Titan qu'il faut aller. Christophe, sur des programmes comme Cassini-Huygens qui s'étalent sur des décennies et donc des générations, comment transmettons, assure-t-on la transmission du savoir-faire d'une génération à l'autre? Alors ça, c'est une question qui est extrêmement importante. J'ai parlé de 28 ans pour Titan. Donc, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir associer des jeunes chercheurs, de pouvoir assurer la continuité du savoir-faire et de le transmettre. Je me souviens qu'en 2004, donc c'était l'année où Cassini s'est mise en orbite autour de Saturne. Donc en 2004, j'ai recruté deux jeunes chercheurs, Sébastien Rodriguez, qui était un postdoc, et Stéphane Lemoulic, qui était... Tout le monde est là. Hein, oui, oui, tout le monde est là, ils sont venus, donc l'équipe est au complet. Donc en 2004, je les avais recrutés pour préparer l'interprétation du premier passage de Cassini près de Titan. Et on a obtenu les premières images de la surface. Et c'était vraiment c'était un moment qui était absolument inoubliable. Je me souviendrai de la nuit qu'on a passée à Caltech, enfin à JPL même, à traiter ces images parce que c'est la première fois qu'on découvrait la surface de Titan. Et avec cette caméra infrarouge, on a obtenu des images avec une résolution qui était de l'ordre du kilomètre. Alors ça paraît pas très très bon, mais à l'époque, on découvrait des zones qu'on n'avait jamais découvertes. Et je me souviens des discussions le lendemain qu'on avait avec l'équipe parce qu'on ne savait pas ce qu'on avait observé à la surface. On ne pensait pas que c'était aussi important. Donc, c'est important d'avoir ces jeunes chercheurs qui m'avaient développé le code qui nous a permis de voir ces images. Et ensuite, ces jeunes chercheurs, ils ont eux aussi embauché d'autres plus jeunes chercheurs. Et donc, on a présent ici deux étudiants, un qui a travaillé avec Stéphane Lemoulic et une autre, qui va commencer sa thèse sur Titan aussi, avec Sébastien Rodriguez. Merci beaucoup Christophe. Donc sur notre petite scène là, on va faire intervenir Stéphane Lemoulic et Sébastien Rodriguez. Oui, on va être à trois avec un seul micro, on va essayer de s'en tirer. Donc Stéphane Lemoulic, vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, au laboratoire de planétologie de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle thématique vous travaillez et qu'est-ce que vous ressentez particulièrement, non seulement sur la mission, mais aujourd'hui sur la mission? Alors, pour moi, c'est beaucoup d'émotions parce que effectivement, je me rappelle comme si c'était hier l'arrivée des premières données dont Christophe a parlé. Donc, au laboratoire à Nantes, on était chargé de programmer les acquisitions de la caméra, donc à l'avance, et essayer de voir quel endroit on allait regarder, à quel moment. Donc, on avait fait ça pendant l'été.
Et puis, on a attendu un petit peu, et au mois d'octobre, ces premières données sont arrivées. J'étais avec Sébastien au laboratoire, encore une fois, il était 3h30 du matin, comme aujourd'hui. Ouais. Et c'est pas souvent que je travaille à cette heure-là. Et c'était justement ces premières données qui sont, comme l'a dit Christophe, un moment inoubliable. On part d'une carte où on voyait pratiquement rien, et en l'espace de quelques minutes, on va découvrir les premières structures à la surface de Titan. Donc ça a été un moment vraiment très intense. Ensuite, on a été servi par Cassini pendant 13 ans. Il faut imaginer, ce travail, c'est un peu, la cartographie, c'est un peu comme faire un puzzle de 4000 pièces, sauf que vous recevez 30 à 40 pièces par mois. Donc il faut être très patient. Et ensuite, on va mettre bout à bout toutes ces observations. Et là, on va découvrir ce que Titan nous offre. Et effectivement, c'est un monde extraordinaire qui nous attend. Une petite terre congelée avec énormément de choses à nous apprendre. Merci beaucoup. Sébastien Rodriguez, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 7, planétologue à l'Institut de physique du globe. Y a-t-il vraiment, vous travaillez donc sur Titan depuis un certain temps, y a-t-il vraiment des saisons sur Titan? Comment ça se met en évidence et sur un astre qui est à 10 fois la distance Terre-Soleil? Alors c'est ça qui est tout à fait fascinant avec Titan, c'est qu'on est effectivement à 1,5 milliard de kilomètres du Soleil, et on s'est aperçu, tout ça grâce à Cassini évidemment, on le suspectait évidemment avant Cassini, mais tout ça, Cassini a permis de donner des réponses absolument extraordinaires et détaillées à toutes ces questions qu'on se posait. C'est que Titan est un monde en fait avec une climatologie, donc des nuages, des pluies, des lacs avec un cycle d'évaporation, etc., analogue au cycle de l'eau sur Terre, mais aussi une géologie qui, tous les deux, sont actives encore aujourd'hui. Et alors, il y a des lacs près des pôles, qui sont concentrés près des pôles, il y a des dunes, on voit des nuages qui évoluent avec les saisons, et c'est grâce à toute la longévité de Cassini, c'est une de ses grandes réussites, extraordinaire, 13 ans de mission, prolongée 2 fois, et elle s'arrête parce qu'il manque de carburant, mais tout fonctionne de façon extraordinaire encore. Et grâce aussi à sa virtuosité technologique, on a pu rentrer vraiment dans le détail de ce monde complexe, aussi bien au niveau de sa géologie et de sa climatologie, et puis de l'interaction entre les deux. Donc on a une vision maintenant d'un monde, on partait d'un monde qu'on connaissait, sur lequel on avait des hypothèses et des théories. On savait que Titan avait un intérêt extrêmement extraordinaire, un intérêt potentiel sur ces sujets-là. Maintenant, on le sait, on est rentré dans le détail. On a vu tous ces cycles évoluer avec les saisons. On peut maintenant prédire, on a des modèles qui nous aident à le prédire. Cassini se termine, mais on espère continuer à continuer à observer Titan. Et puis, comme le disait Christophe tout à l'heure aussi, il faut absolument y retourner. Parce que Cassini nous a aidés à répondre à toutes ces questions-là, et bien d'autres encore. Mais ça a révélé d'autres mystères. Il y a plein de choses qu'on n'a pas comprises encore. Merci beaucoup, Sébastien. Le temps presse. Thomas Cornet, si vous voulez bien passer avec Chloé Dodon. Thomas Cornet, vous êtes géologue, géologue de formation, puis planétologue. Vous êtes passé à l'université de Nantes, comme beaucoup d'ailleurs de spécialistes français qui travaillent ici sur Cassini, et vous êtes maintenant au CEA Saclay. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes un spécialiste de l'analyse et de l'interaction des lacs avec la surface et l'érosion en surface. Alors, comment ça peut fonctionner une érosion chimique à la surface de Titan avec les températures qu'on connaît, c'est-à-dire moins 180 degrés? Alors oui, donc la première chose à dire, c'est que très vite, après les premières observations des lacs vers 2005-2006, on s'est aperçu que leur morphologie était très spéciale. On ne voyait pas de circulation de fluide qui connectait ces lacs avec des rivières. Et on s'est très vite aperçu que finalement, tous les liquides pouvaient provenir de l'intérieur du sous-sol. Autre caractéristique importante, c'est leur forme, très arrondie et très isolée, qui ont très rapidement laissé penser que les meilleurs analogues terrestres que l'on aurait pour expliquer l'origine, la formation de ces lacs, seraient des lacs qu'on retrouve dans des zones karstiques sur Terre, donc des zones en général formées par des carbonates qui subissent de la dissolution par toute l'action de l'eau. Alors bien entendu, sur Titan, avec des températures telles que moins 180 degrés, l'eau n'est pas liquide, nous n'avons pas de carbonate, mais on suppose depuis très longtemps que toute une série de composés organiques solides pourraient exister à la surface de Titan et subir l'interaction avec le méthane liquide dans les pluies.
et ainsi subir de la dissolution. Car très vite, on s'est aperçu par les données de laboratoire et des modèles que ces composés organiques se comporteraient comme des carbonates, voire des sels. Donc très promptes à la dissolution. Merci beaucoup. Sauf si vous avez un autre point à souligner. Oui. Donc l'érosion chimique est a priori active sur Titan. C'est pas le seul type d'érosion. Il y a notamment de l'érosion mécanique, comme le montre l'existence de rivières, dont on va parler exactement. Merci beaucoup d'introduire. Alors Chloé Dodon, vous voyez, on suit la filière des jeunes chercheurs et des étudiants. Et là maintenant, Chloé Dodon va commencer sa thèse à l'Institut physique du Globe de Paris et est déjà ingénieur en télédétection, donc le spatial, vous connaissez. Vous allez devenir une spécialiste de l'analyse de l'interaction des rivières avec la surface et l'érosion en surface de Titan. Et vous étudiez en particulier, comme vous disiez, l'érosion mécanique. Est-ce comme sur Terre, comment fonctionnent ces mécanismes avec des substances tout à fait différentes que sur Terre? Donc oui, tout à fait. Sur Titan, on a des rivières, donc, sauf que cette fois, elles sont remplies d'hydrocarbures liquides. Mais par contre, on a des morphologies similaires à celles qu'on observe sur Terre. Du coup, on peut légitimement se demander est-ce que les mécanismes qui interviennent sont les mêmes que ceux qui interviennent sur Terre? Et est-ce que c'est plutôt de l'érosion chimique? Est-ce que c'est plutôt de l'érosion mécanique? Mais le problème, c'est que pour répondre à cette question, on a besoin de connaître la composition de la surface de Titan, qui malheureusement, de nos jours, est encore très mal connue. Donc il va falloir continuer à travailler sur les données Cassini pour déterminer cette composition de surface. Et en plus, on va heureusement avoir des données du JWST qui sera lancé en 2018. Et exactement, qui sera le successeur de Bell. Et donc, grâce à ces données, on va pouvoir un peu mieux déterminer, on espère, la composition de surface de Titan. Donc voilà, il y a quand même un avenir après Cassini, avec notamment les observations du JWST, les observations au sol. Voilà. Et donc, c'est ça. Et donc il y a des matériaux qu'on ne connaît pas. Hein, non, la composition de surface est encore très mal connue de nos jours. Très bien. Chloé, merci et bonne chance avec votre thèse. Vous allez suivre cette merveilleuse filière. Gilles, si vous voulez, vous reprenez la. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut applaudir vos invités. Non, pas de questions pour le moment. Merci beaucoup. Nous voilà rassurés, la jeune génération est en marche, donc la relève est assurée, c'est la continuité de la science et c'est très important évidemment. Donc c'est un message au monde qu'on vous adresse depuis la Cité des Sciences pour les jeunes gens, les jeunes filles et les jeunes hommes. Faites des sciences, faites des études scientifiques et vous irez à la NASA ou au JPL, au CNES, à l'Agence spatiale européenne pour faire des métiers exceptionnels. On le rappelle jamais assez, il y a un désintérêt qui est cruel aujourd'hui des études scientifiques, voilà, il faut le dire. Alors on poursuit à Paris avec une présentation en fait par Thérèse Increnaz, qui est une grande spécialiste, une grande planétologue de l'Observatoire de Paris, spécialiste des atmosphères planétaires. Les atmosphères planétaires qui évidemment entre Titan et Saturne mérite de beaucoup d'attention. Thérèse, merci infiniment pour ta présence. Vous pouvez l'applaudir. Alors, c'est ce petit bouton-là. Et tout est ici, pas sur cet ordinateur-là. Voilà. Oui, pardon, ici. Bien, merci Gilles. Donc, nous allons passer à la planète Saturne pour une petite présentation générale de cette planète et de ce qu'elle nous a apporté. D'abord, une carte d'identité de la planète Saturne. Comme vous le savez, c'est la seconde des planètes géantes après Jupiter, à la fois par sa masse et par sa distance au Soleil. Et pour le reste, c'est une planète qui est assez facile à mémoriser, parce que si on arrondit un petit peu, sa masse, c'est 100 fois la masse de la Terre, son rayon 10 fois le rayon terrestre. Elle est située à 10 unités astronomiques du Soleil. Elle est en rotation rapide à peu près 10 heures. Et sa période de révolution autour du Soleil est d'environ 30 ans. Donc c'est assez facile et sympathique. Vous savez bien sûr qu'elle a un système d'anneaux très dense,
un cortège de satellites qui va bien au-delà des 62 dont on a trouvé l'orbite. Et voilà ce qu'on peut dire donc de la planète en général. Comme Jupiter, Saturne est une planète sans surface. On aura bien l'occasion de s'en apercevoir quand la sonde Cassini va plonger dedans. Vous avez là une présentation donc de Jupiter et de Saturne, qui en fait ce sont des planètes qui sont assez similaires. Elles sont essentiellement constituées d'hydrogène et d'hélium. Et il y a quelques constituants qui condensent, qui font les nuages. Alors vous avez après l'hydrogène et l'hélium, vous avez le méthane. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Le méthane dans la stratosphère photodissocie pour donner des hydrocarbures qui font des brumes. Un peu en dessous, vous avez un nuage, un nuage d'ammoniac qui est ici sur Jupiter, un peu plus profond sur Saturne. Vous avez ensuite deux nuages, l'un de NH4SH et l'autre, très important, d'eau, dont on reparlera dans le cas de Saturne. Alors les deux profils sont assez voisins. La seule différence, c'est que comme Saturne est plus froid, les condensés sont beaucoup plus abondants et ils se situent évidemment un peu plus profond. Alors, commençons par l'exploration de Saturne par la mission Voyager. La mission Voyager, c'était une mission tout à fait exceptionnelle. 2 sondes identiques, dont la deuxième a survolé successivement les 4 planètes géantes. Donc Jupiter en 79, Voyager en 80-81, Saturne pardon, en 80-81, puis Uranus en 86 et Neptune en 89. Et ce qu'a montré la sonde Voyager arrivant à Saturne, c'est que Saturne, comme Jupiter, possède une structure en bande et en zone. Ça, ce n'est pas vraiment un mystère, c'est simplement une conséquence de la rotation rapide des planètes et du fait de la différence d'insolation entre l'équateur et les pôles. C'est cette structure qui est responsable de la circulation qu'on observe sur les planètes telluriques aussi bien, donc des cellules convectives qui se succèdent et les bandes sont d'autant plus serrées que la période de rotation et que la rotation est rapide. Donc là, vous avez Jupiter à gauche, Saturne à droite, et vous voyez que l'image de Voyager montre très bien la structure en bande et en zone. Alors voilà une très belle photo qui a été prise par le télescope spatial Hubble, juste à l'arrivée de la mission Cassini. À l'époque, donc, c'est le pôle sud qui est éclairé, comme ça a été dit déjà plus tôt. Et vous voyez que là aussi, la structure en bande et en zone est tout à fait remarquable. Alors, parlons maintenant des résultats de la mission Cassini-Huygens. Le résultat le plus important, je pense, pour la planète, c'est que la dynamique est extrêmement développée. Et vous voyez ici donc des exemples des cyclones polaires sur Jupiter et Saturne. Vous avez Saturne à gauche, une photo qui a été prise par la sonde Cassini en 2009, donc on est juste au moment de l'équinoxe, et le pôle Nord arrive à éclairement, tandis qu'avant il était dans l'ombre. Et vous voyez cette structure hexagonale tout à fait particulière, qui en fait est stable. Alors, on comprend, disons que les modélisateurs et les chercheurs qui travaillent en simulation instrumentale arrivent à reproduire cette structure comme une conséquence des différences de vent avec la latitude. Mais malgré tout, c'est un phénomène assez exceptionnel que d'ailleurs on ne retrouve pas ailleurs, ni au pôle sud, ni sur Jupiter que vous voyez à droite. La photo de Jupiter à droite, elle a été prise par la sonde Juno il y a 6 mois à peu près. Vous voyez là le pôle sud et vous voyez que c'est extrêmement différent. Vous avez là aussi des petits vortex, des petits cyclones, mais qui sont répartis de manière tout à fait différente. Et c'est bien difficile de comprendre en fait les mécanismes qui sont derrière tout ça. Pour donner une échelle, pardon, les petits cyclones sur Jupiter, c'est quel ordre d'idée? Parce que les ouragans actuellement ne sont pas très bien venus sur Terre. Je vais vous répondre sur celle-ci. Voilà, une tempête au pôle Nord. Là, on est au-dessus de l'hexagone, donc sur Saturne. Et ça fait quelque chose comme quelques milliers de kilomètres. Et quelle est la vitesse des vents en moyenne? Alors là, c'est quelques milliers de kilomètres heure. Peut-être pas plus que le millier quand même, non. Je dirais que c'est quelques centaines au millier, mais peut-être que d'autres... on en reparlera tout à l'heure, alors peut-être avec Jean-Pierre qui pourra préciser, ou Marcello.
Alors oui, là, je crois que ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a une analogie très forte avec les tempêtes tropicales que nous connaissons. Et la raison, en fait, c'est que dans Saturne, vous avez cet océan d'eau liquide à une profondeur d'une dizaine de bars, et c'est l'interaction entre cet océan liquide et les couches supérieures qui conduisent à ces phénomènes dynamiques extrêmement violents. Donc les mécanismes qui jouent sur Terre sont du même ordre, en fait, physiquement. Ce sont les... Sauf que là, évidemment, tout est à une échelle bien supérieure. Bien supérieure. D'ailleurs, là, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on voit un cyclone à un pôle de Saturne. En fait, un autre a été observé en 2006 au pôle Sud, donc à l'époque où le pôle Sud était éclairé, était en visée directe. Et un dernier point peut-être à préciser aussi, quelle est la durée de vie d'un cyclone sur Jupiter ou sur Saturne, pour avoir une idée de comparaison? Alors là aussi, je pense que là, on a des durées de vie qui sont supérieures à ce qu'on a sur Terre. Et ça, je crois que c'est un problème qui est encore assez mal connu. Enfin, l'exemple le plus criant, c'est la grande tache rouge, qui n'est pas un cyclone, c'est un anticyclone, mais on n'arrive pas à comprendre comment cette structure peut être stable depuis 3 siècles. Alors que sur Terre, les cyclones, ils ont des durées de vie de l'ordre de semaines, ou au moins maximum. Tandis que là, on a affaire à des phénomènes qui sont beaucoup plus longs dans le temps. Alors, je vais conclure. Alors oui, un autre résultat très important qui a été d'ailleurs obtenu par Thierry Fouché, qui est un chercheur du LESIA, c'est l'observation par le spectro-infrarouge de Cassini de ce qu'on appelle l'oscillation, une oscillation stratosphérique. Cette oscillation, elle se traduit par une onde, si vous voulez, qui a une période semi-annuelle, l'année ici étant de 30 ans, c'est-à-dire que c'est une oscillation qui est sur 15 ans. Et alors, ce que vous avez là, c'est la température. Donc, vous voyez, à droite, en abscisse, vous avez la latitude. Et en ordonnée, vous avez l'altitude qui augmente, la pression diminue. Donc, vous voyez qu'à un niveau de pression de l'ordre de 0,1 millibar, eh bien, vous avez un minimum ici entouré de maxima. Là, c'est une carte des températures. Et simultanément, si vous regardez la carte du vent zonal, c'est-à-dire du vent horizontal, vous voyez qu'il y a une alternance. Et c'est ce phénomène-là qui a une période de l'ordre de 15 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a observé à la fois sur Jupiter et sur la Terre. Dans le cas de la Terre, on observe ce qu'on appelle la QBO, c'est la quasi-biennale oscillation. Et dans le cas de Jupiter, c'est un phénomène qui se produit tous les 4 ans. Mais dans les deux cas, ce sont des ondes stratosphériques dont le mécanisme climatologique est le même en fait que sur Saturne. Alors, je ne suis pas spécialiste de climatologie, mais je dirais que c'est une combinaison du vent zonal moyen, mesuré ici à 20 millibars, et des ondes qui se propagent verticalement avec des fréquences différentes. Alors, un autre phénomène tout à fait spectaculaire, bien sûr, c'est la fameuse tempête de décembre 2010. Donc là, on est à l'équinoxe, 1 an après l'équinoxe, et on observe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des amateurs qui ont vu ça pour la première fois. Donc, ces 2 images ici ont été prises, la première le 13 décembre, la deuxième le 22 décembre, par des astronomes amateurs. Et la mission Cassini a reprogrammé ces observations pour observer le 24 cette image-là. Donc vous voyez là le cyclone, c'est donc un cyclone qui est parti de ce point-là et qui ensuite s'est répandu tout au long du parallèle. En 1 an, il a fait le tour de la planète. D'ailleurs, la première photo que j'avais montrait une image du mécanisme déjà bien développé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, donc elle est générée par un cyclone donc issu du nuage d'eau profond, ça c'est à peu près sûr. Et il a fallu à peu près 1 an pour que la traînée du cyclone fasse le tour de la planète. Je note que pour les astronomes amateurs que je représente aussi à la Société astronomique de France, c'est évidemment un privilège, capital. Un grand honneur de pouvoir contribuer à éclairer et parfois à alerter. Et ça s'est produit sur Mars, ça s'est produit aussi pour d'autres, la communauté des scientifiques. C'est un honneur, mais c'est aussi une chance pour toute la communauté scientifique d'avoir ce genre de réseau.
Les amateurs ont beaucoup de talent aussi, effectivement. Ah mais oui, puis alors certaines fois des équipements ont des équipements spectaculaires. Alors je vais conclure là pour dire que, eh bien, comme vous le savez, les 6 derniers mois ont été l'objet de passages extrêmement proches de Saturne. Et personnellement, je pense que ces passages auront été mis à profit pour faire des photos très rapprochées de la zone équatoriale. Je n'ai pas vu les photos encore, mais si on pense à Juno, les images qu'elle a faites, les informations qu'elle a eues sur la zone équatoriale font penser que c'est extrêmement différent de ce qu'on croyait. Et il sera extrêmement intéressant de comparer les zones équatoriales de Jupiter et de Saturne. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Thérèse. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour cet éclairage très précieux qui nous en apprend un peu plus. Effectivement, c'est vrai que c'est l'actualité des ouragans sur Terre ne nous échappe pas en fait. Et quand on connaît les dynamiques très violentes sur les autres planètes, ça interroge sur le changement climatique en cours sur la planète Terre. Voilà. Alors, on va poursuivre. Est-ce qu'on rappelle Frédéric tout de suite ou pas? Ah oui, d'accord. Eh bien non, alors on va poursuivre avec un autre astronome de l'Observatoire de Paris, Audulésia également, c'est Laurent Lamy qui va nous parler d'un phénomène qui me plaît beaucoup. Personnellement, c'est un phénomène auroral. Figurez-vous que la planétologie comparée permet évidemment d'étudier, on l'a vu, les rivières ou les paléorivières de Mars, ou les rivières de Titan maintenant, qui sont des rivières de méthane, mais aussi d'autres phénomènes astrophysiques ou géophysiques, et notamment les aurores. Il n'y a pas que sur Terre qu'on observe des aurores polaires, australes ou boréales. C'est à toi. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'avoir l'occasion de parler brièvement des aurores. J'ai commencé à travailler avec les données de la mission Cassini en 2005. C'était après l'insertion en orbite et c'était après le largage sur Titan que j'avais suivi certainement comme vous à la télé. Et puis après, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe qui a construit l'instrument qui est là et qui travaille sur cet objet très intéressant. Alors, à propos des aurores, vous avez tous certainement déjà vu des photographies spectaculaires des aurores terrestres. Hein. C'est des rideaux de lumière intenses qu'on voit à haute altitude ou haute latitude terrestre. Elles prennent la forme de rideaux qui varient avec le temps, qui ont plusieurs couleurs. Et si on s'éloigne un petit peu et qu'on fait des photos de plus loin avec des sondes spatiales, comme c'est représenté ici avec cette image composite en fausse couleur, on voit que ces émissions lumineuses, elles sont distribuées sous la forme d'un ovale, qu'on appelle l'ovale auroral. Alors maintenant, on a bien compris le mécanisme d'émission. Ces émissions lumineuses sont provoquées par l'afflux de particules chargées électriquement, énergétiques, essentiellement des électrons, qui impactent la haute atmosphère. Mais ce phénomène n'est pas propre à la Terre. Cependant, il a fallu attendre les années 80 et le survol des planètes géantes avec les sondes Voyager pour découvrir des aurores sur d'autres planètes, en particulier Saturne en 1980. Alors à gauche, ici, vous avez une représentation, une image en fait, du télescope spatial Hubble, presque brute, hein, presque pas traitée, qui a été prise donc juste après l'équinoxe 2009. C'est une configuration intéressante parce qu'elle nous permet de voir les deux hémisphères en même temps. Et alors on voit deux choses sur cette image. D'abord, on voit la lumière solaire réfléchie par le disque planétaire et par les anneaux. D'ailleurs, on voit l'ombre portée des anneaux dans l'hémisphère sud. Et ensuite, on voit ces émissions très intenses. Ce sont les aurores, boréales au nord et australes au sud. Voilà. Donc, ces émissions, elles sont également organisées sous la forme d'un ovale. Et ces ovales, sur Terre et sur Saturne, sont organisés autour des pôles. On appelle ça génériquement des aurores polaires. Et les pôles dont il s'agit ici, ce ne sont pas les pôles de rotation, ce sont les pôles magnétiques. Effectivement, les planètes qui hébergent les aurores ont nécessairement un ingrédient capital pour la production de ce phénomène, qui est un champ magnétique à grande échelle, un gros aimant, hein, pour schématiser, qui est situé au cœur de la planète. Ce gros aimant, il crée une cavité dans le milieu interplanétaire qu'on appelle une magnétosphère. Ce milieu interplanétaire, il est composé du vent solaire, ce vent de particules chargées globalement neutres, qu'on appelle un plasma, qui est émis dans toutes les directions en permanence par le Soleil. Quand le vent solaire approche une planète dotée d'un champ magnétique, le champ magnétique a la propriété d'organiser le mouvement des particules chargées électriquement, donc il fait le tour, il est dévié sur les côtés et il sculpte cette cavité, cette magnétosphère. Alors c'est un objet astrophysique très intéressant, très complexe, qui nous offre l'opportunité de
d'étudier de nombreuses questions. C'est un laboratoire de physique des plasmas naturels qu'on a la chance d'aller pouvoir explorer. Donc on s'intéresse à des questions de type transfert d'énergie, transfert de moment angulaire, instabilité d'ondes plasma, mais moi je vais parler que des aurores aujourd'hui. Donc les aurores, c'est ce qui est produit au-dessus des pôles magnétiques, avec les lignes de champ magnétique dessinées ici. C'est la même chose que celle que vous avez peut-être identifiée quand vous étiez au lycée, à faire des expériences avec un aimant et de la limaille de fer ou un champ de boussole. On arrive à dessiner des lignes de champ magnétique qui sont sinon invisibles. Et ces lignes de champ magnétique, elles ont la propriété de guider la trajectoire des électrons qu'on trouve dans la magnétosphère. C'est comme des perles qu'on enfile sur un fil. Donc pour produire des aurores, eh bien, il faut des électrons essentiellement, et puis il faut qu'ils aient la bonne énergie, c'est-à-dire il faut un mécanisme d'accélération. Autrement dit, les aurores, ça nous offre une vision sur l'atmosphère, c'est une projection de l'activité de la magnétosphère. C'est un écran, et si on inverse le problème, étudier les aurores, ça nous permet de cartographier les régions actives de la magnétosphère et d'étudier les mécanismes d'accélération à l'œuvre. Alors Cassini était particulièrement bien équipé pour étudier la magnétosphère de Saturne. Plus de la moitié des instruments ont permis de fournir des mesures de cet environnement magnétisé. Alors on a des spectromètres plasma, ici visibles sur la droite, et puis un magnétomètre sur ce mât qui permettait de fournir des mesures in situ le long de la trajectoire de la sonde. Et puis on avait aussi des instruments de télédétection qui permettent de détecter des ondes électromagnétiques à distance. Un instrument radio, dont une partie est ici, qui était connecté à ces brins électriques qu'on voit là. Et puis une série de spectroimageurs ultraviolets, infrarouges et visibles. Alors c'est important aussi de mentionner l'apport des observations sol en support à la mission Cassini, dont le meilleur exemple est le télescope spatial Hubble, ici sur la droite. Alors je voulais commencer par une observation de 4 instruments de Cassini simultanés des aurores en janvier 2009, qui nous permet de nous représenter de quoi il s'agit. Les 2 premiers panneaux montrent des observations ultraviolettes, donc en bleu, ce sont des fausses couleurs, mais ce sont des couleurs choisies le plus proche des vraies longueurs d'onde. Dans l'ultraviolet, on voit la réponse des éléments chimiques qui composent l'atmosphère neutre. Et comme on a des mesures de spectroscopie, on peut même distinguer en fait, la contribution de l'hydrogène atomique et de l'hydrogène moléculaire. En rouge, on a des mesures d'un spectromètre infrarouge qui nous permet de voir l'atmosphère ionisée, en particulier la molécule H3+. Et puis après, on ne voit pas ici sur l'écran, il manque la planète, mais on a la possibilité d'avoir des observations radio qu'on a réussi à localiser au moment de ces observations. Donc ces observations simultanées, il manque juste des observations visibles pour avoir observé les aurores dans toutes les longueurs d'onde dans lesquelles elles émettent, nous ont permis de faire un bilan d'énergie complet. Globalement, maintenant, on sait que les parties intenses des aurores, qu'on voit ici en bas sur des représentations polaires, sont alimentés par des électrons qui ont une énergie typique de quelques dizaines de kiloélectronvolts. Et lors de cet événement, la puissance totale précipitée dans la région aurorale, c'était quelques centaines de gigawatts. Sur cet afflux total d'énergie, on sait maintenant qu'il y en a 1% qui se dissipe sous la forme d'émissions radio, 3% sous la forme d'émissions d'hydrogène atomique, 18% en hydrogène moléculaire et 20 à 40% sous la forme d'émissions infrarouges, le reste étant dissipé par effet Joule dans l'atmosphère. Alors pour étudier ces aurores, on les classifie en fait sous la forme de composantes pour voir si elles ont la même, essayer de découvrir leur origine. Pardon. Alors il y a une petite animation qui va être lancée sur la gauche. Cette image est une étude de donc la première de ces composantes, la plus visible, celle qu'on appelle l'ovale principal, un cercle brillant qui est centré autour du pôle sud ici. Et lors de la phase d'approche de Cassini, on a une campagne d'observation coordonnée Hubble des aurores et Cassini des mesures plasma dans le vent solaire. Et alors, ce qu'on a vu, c'est que quand le vent solaire devient actif, ce qui est matérialisé ici par les 2 courbes, où on voit une augmentation soudaine de la vitesse du plasma et de l'amplitude du champ magnétique, donc c'est l'arrivée d'un front de pression à Saturne, la magnétosphère est compressée violemment, et ça donne lieu à des aurores particulièrement intenses. Et vous voyez qu'on passe d'aurores relativement calmes, un espèce de cercle d'intensité modérée, à une espèce de tempête aurorale qui remplit l'ovale auroral côté gauche, c'est-à-dire côté matin de la magnétosphère. Et ensuite, il dégénère sous la forme d'ellipse, de spirale, et puis il recouvre son... Mais ça aura pas. Désolé, on n'aura pas les 2 vidéos. Bon, c'est pas grave, c'était une représentation composite en fait, parce que ce sont à nouveau des images en fausse couleur. Donc, on a compris avec cette campagne, on a fait la démonstration que le vent solaire est à l'origine des précipitations aurorales qui alimentent l'ovale principal. Cet ovale principal a une autre caractéristique
Pardon. Et j'espère que cette fois-ci, le film va marcher. Pas mieux. Pas mieux. Alors, c'est dommage, on aurait vu les observations en visible que je n'ai pas eu l'opportunité de montrer tout à l'heure, où quand on se rapproche très près de la planète, on peut résoudre en fait la taille du rideau auroral et puis voir surtout qu'il tourne avec la planète. Et ça, c'est la deuxième grande cause de variabilité de l'ovale principal de Saturne. La rotation très rapide de la planète, Saturne tourne en 11 heures, et est responsable de l'entraînement des lignes de champ magnétique, des régions actives et puis des régions d'émission avec. Alors depuis, on a plein d'observations de résolution de mieux en mieux, hein, on peut dire, mais je n'aurai pas le temps ici de détailler toutes les structures qu'on étudie dans cet ovale auroral, des injections de plasma localisées, leur mouvement, etc. Donc je passe à une deuxième grande catégorie d'émissions qui a été découverte relativement récemment, en fait. Ici, lors de la campagne de 2004, on reprend une des figures que j'ai déjà montrées, prise par Hubble, et on voit que lors de la tempête aurorale, on peut deviner un espèce de petit cercle à plus basse latitude, ici, que des collègues de Belgique ont identifié comme étant une émission permanente située du côté nuit de Saturne. Et puis des observations UVIS ici qui datent du 20 août, donc qui sont en cours d'analyse, montrent bien mieux en fait de l'hémisphère côté nuit cet ovale secondaire. On sait maintenant qu'il est associé à une population de plasma chaud qui existe en permanence dans la magnétosphère. Donc pour schématiser, si on coupait le vent solaire, l'ovale principal brillant ici disparaîtrait et resterait juste l'ovale secondaire ici qui est très faible. Alors une dernière catégorie, mais pas la moins intéressante, d'émissions aurorales, c'est ce qu'on appelle le pied d'Encelade, le pied magnétique. Il est connu dans le système de Jupiter que Jupiter héberge des satellites actifs qui interagissent avec leur planète hôte via un système de courant électrique à grande échelle qui accélère des particules. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a des électrons qui tombent au pied du tube de flux magnétique qui passe par le satellite. Ça fait une tache, ça fait des aurores qui suit le mouvement du satellite. Et quand on s'est aperçu qu'Encelade est un satellite actif, les collègues qui travaillent sur ces observations ont cherché les traces d'un pied en fait d'Encelade et ils l'ont trouvé. C'est une petite animation, on peut la lancer. Normalement, ça doit passer. Tout avait été testé avant et ça marchait d'enfer. Pas mieux. Bon d'accord, alors c'était juste une série de 3 images où en fait on voit le petit carré blanc qui est la position prédite du pied du tube de flux magnétique qui passe par Encelade qui bouge. Hein, c'est des observations qui ont été obtenues sur deux jours en 2008. Et puis on voit une petite tache. Alors la dernière image est la plus spectaculaire. Évidemment sur celle-là c'est un peu plus faible, mais on a bien de l'émission. Donc on a bien une interaction planète-satellite dans un autre système que celui de Jupiter. Et alors 2 remarques. D'abord, comme on le voit, c'est une tache assez faible. Ça veut dire que cette interaction, elle est de nature, d'amplitude bien moindre que celle de Io-Jupiter. Et ensuite, ce pied d'Encelade a été identifié que dans 3 images sur la totalité de la mission Cassini et des observations Hubble de Saturne qu'on a à ce jour. Donc c'est une interaction extrêmement transitoire. Donc c'est quelque chose de pas connu, en fait, de pas très bien étudié. Quelques semaines après, Cassini est passé au-dessus, on voit ça sur l'image composite de droite, au-dessus des tubes de flux associés à Encelade, et puis les spectromètres plasma ont pu mesurer directement in situ la population de particules qui mène à l'activation d'une tache aurorale au pied d'Encelade. Je me trompe de télécommande. Je finirai en disant que la série d'orbites polaires qui vient d'avoir lieu, qui va se conclure maintenant dans 1 heure, à peine. Le grand final, c'est, en termes de physique aurorale, le Graal, en fait. On a eu des observations très riches pendant 13 ans grâce à cette mission, mais là, on va passer très près de la planète avec ces orbites polaires. On est passé très près de la planète avec ces orbites polaires qui sont passées soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des anneaux. Et donc, on a eu la chance de passer sur les lignes de champ très près de la planète qui alimentent l'ovale auroral. C'est exactement là où les processus d'accélération prennent naissance. Et également des émissions radio, dont je ne parle pas plus maintenant, puisque ce sera présenté plus en détail par Philippe tout à l'heure. Donc, il reste énormément de choses à faire. Et puis, il y a des scientifiques qui commencent leur thèse et qui commencent à travailler sur ces données. Donc, on en a effectivement pour encore quelques décennies. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très impressionnant de voir cette diversité dans le système solaire de phénomènes géophysiques et astrophysiques. Alors, on devait aller au Caltech, retourner au Caltech, mais finalement, on va tout de suite enchaîner avec la suite. Marcello Fulchignoni, je vous demande d'applaudir, qui est aussi planétologue de l'Observatoire de Paris. Alors, justement, bonne question. Est-ce que l'on pourrait mettre sur les écrans latéraux, s'il vous plaît, NASA TV sans le son, histoire de suivre les dernières opérations en direct pour être sûr de ne rien louper. Alors, Marcello, merci infiniment de ta présence. Voilà, tu as le micro, tu as la télécommande ici.
et puis le laser si besoin. Et tu vas nous parler des satellites de Saturne. Oui. Autre que Titan. Autre que Titan, oui. Je suis triste parce que Titan, c'était mon préféré, mais bon. Alors, sur Saturne, il y a une famille nombreuse de satellites qui compte quelques milliards de satellites. Chaque particule de l'anneau est un satellite de Saturne, mais on la met ensemble dans les anneaux. Donc, il y en a un certain nombre de dimensions supérieures qui vont de quelques kilomètres à 1500 kilomètres, sauf Titan. Il y en a plusieurs petits. Au total, en ce moment, sont 64 répertoriés. C'est une grande famille quand même. C'est une grande famille, mais probablement il y en a beaucoup plus de l'ordre de quelques kilomètres qui pourraient être retrouvés dans les images. On en découvre encore ou on peut en découvrir? On peut en découvrir encore. Tenez compte que par exemple sur Voyager, on a découvert des satellites de Saturne 10 ans après les passages de Voyager 1 et 2 sur la planète. Donc, les plus petits sont toujours associés en quelque façon à des opérations d'échange avec l'environnement de Saturne et de ses satellites. En particulier, il y en a toute une série, et ici, il y en a quelques-uns que je vous montre, comme Atlas, comme Pan, comme Pandora, qui sont liés à la présence de ce qu'on appelle les divisions à l'intérieur de satellites. Par exemple, ici, Atlas est un éboueur de la partie extérieure de l'anneau plus externe, de l'anneau A de Saturne. Il y en a des autres qui sont peints, par exemple, hop là. Vous les voyez autour des satellites ici. Il y a des objets qui permettent aux particules qui forment l'anneau de rester sur place. Sont les fameux satellites bergers, les bergers, voilà, 1 et 2, qui permet la présence et disons l'être toujours remis en état de présence de l'anneau F, qui est un des anneaux extérieurs aux anneaux plus internes de voilà, l'anneau F est celui-là, et vous avez et les deux satellites bergers sont des satellites qui, comme le chien de berger, s'il y a une particule qui essaie de s'échapper, la ramène à leur place. C'est un problème de conservation du moment. Hein. L'action d'un satellite sur la particule, les satellites qui est à l'extérieur, ramène la particule à l'intérieur. L'action du satellite qui est à l'intérieur ramène la particule vers l'extérieur. Donc, à la fin, il y a la possibilité seulement de rester où elles sont, hein, dans les temps. Il essaie de chercher. En plus, Cassini a trouvé qu'il y a une interaction forte entre l'anneau et les deux satellites, avec échange de matière. Et ça, c'est une chose très importante. Il y a des images extraordinaires qui font voir cet échange de matière qui probablement est quelque chose qui nous peut donner des idées claires sur ce qui a été la façon de formation des objets plus grands qu'un anneau. Donc, comment se sont formés les planétésimaux dans les temps. Les satellites les plus extérieurs du système est celui-là. Donc, c'est un satellite qui s'appelle Phébé et qui est curieux parce que tout le monde marche en sens anti-horaire. C'est lui, au contraire, il a fait son. Il est
disons, rétrograde, en quelque façon. C'est un objet de quelques centaines de kilomètres, 3 centaines pour la précision. Cassini nous a donné sa composition et sa température. Et il y a beaucoup de glace sur sa surface. Probablement, il s'agit d'un objet qui a été capturé. Capturé, ça signifie qu'il n'était pas présent au moment de la formation du système, mais plutôt qu'il s'agit de quelque chose qui venait de loin. Peut-être de cette population qui s'appelle de Centaure et qui est liée à tout ce qui se passe au-delà de l'orbite de Saturne. Donc ça pourrait être un témoin d'une population qui n'a pas encore exploré, qui n'a pas été encore explorée et qui quand même pourrait nous donner des renseignements précis sur ce qui se passe plus loin que Saturne. À côté de Phébé, il y a un groupe d'autres petits satellites qui sont liés à Phébé, probablement quelque chose qui s'est passé avec une collision et qui a laissé de débris autour de l'orbite de Phébé. Après, les autres satellites glacés, je vous l'ai mis en cette image. Les images que j'ai mises là sont des images plus vieilles que celles de Cassini, sont celles des Voyager. Je les ai mis parce qu'ont été, pour la première fois, une émotion énorme de voir tout ça. Donc, pourquoi je l'ai mis dans cette façon? C'est en fonction de la distance à la planète et en fonction des dimensions. Il y a 3 couples. Les 3 couples sont Mimas et Encelade, Thétis et Dione, et Rhea et Japet. Ces 3 couples sont plus ou moins dans la même condition de taille, 350 km pour Mimas, 500 pour Encelade, 1000 km pour cette coupe-là, 1500 pour cette coupe-là de diamètre. Et à la fin, il y a un autre objet qui s'appelle Hyperion, qui est loin, c'est l'hamburger, ils l'appelaient les Américains, parce que c'était aplati, et qui se trouve là, c'est 300 km, 350 km plus ou moins de diamètre, se trouve là probablement pour une combinaison qui est... Alors, Marcello, excuse-moi de t'interrompre, mais on me dit à l'instant qu'on va repasser sur Caltech. Et je t'interromps, tu veux rester ici? On va repasser avec Frédéric et ses invités. Frédéric, pour être sûr de ne pas louper, en fait, vous voyez, on a mis NASA TV, ça se rapproche à très grande vitesse maintenant. Frédéric, allô, la Californie. Oui, pardon, laissez-moi un tout petit peu de place. Là, vous êtes à l'antenne. Alors, très vite, donc là, on a les spécialistes des anneaux avec Cécile Ferrari et Fabien Charmoz. Sébastien Charnoz. Sébastien Charnoz. Bonjour Sébastien et bonjour Cécile. Bonjour. Vous pouvez les applaudir déjà parce que ce sont 2 grands chercheurs qui travaillent depuis très très longtemps sur l'imagerie Cassini notamment. Alors Frédéric. Cécile, on va directement à la question. Vous êtes, bien sûr, professeur à l'Université de Paris Diderot et chercheur à l'Institut physique du globe à Paris au sein de l'équipe de planétologie. Ces anneaux, depuis Galiléo, nous fascinent et sont un peu incompréhensibles. Où on en est maintenant que vous avez fait ce segment du vol final, de passer entre les anneaux et la planète elle-même? Est-ce qu'on a fait des progrès au niveau de la compréhension, de la composition et de la structure? On progresse toujours, hein, mais avant de vous donner quelques informations sur le sujet, je voudrais quand même dire que j'ai vécu la mission Cassini grâce au service d'astrophysique du Saclay, à Isabelle Grenier, à Daniel Imbeau, à Catherine Cesarski, donc je les salue. C'est le moment. Voilà. Donc sur la composition, on sait que c'est de la glace d'eau. Et là, on passe donc entre la planète et les anneaux et on est en train de récolter des petites particules. Et là, on a quelques surprises quand même. Il y a beaucoup moins de particules que ce qu'on pensait. Donc ça, c'est une interrogation. Et la deuxième chose, c'est que les petites particules qu'on récolte sont toutes petites. C'est quelques dizaines de nanomètres. Et ça, on a du mal à comprendre pourquoi. Et on voit beaucoup de silice, de glace d'eau et d'autres choses dont on ne peut pas révéler encore la nature.
Et donc, c'est une nouvelle mission qui commence, en fait. On a l'impression que Cassini finit, mais en fait, on est en train d'avoir des résultats scientifiques tout à fait uniques à cet endroit où on n'est jamais passé. Et donc, on est en train de voir comment les anneaux interagissent avec la planète et comment ils alimentent la planète. Et c'est vraiment très intéressant. Merci Cécile. Sébastien, vous êtes astrophysicien à l'Université de Paris Diderot et à l'Institut de physique du Globe. Est-ce qu'on avance dans le questionnement, la façon de poser la problématique de ces anneaux? Bonjour. Eh bien, disons que voilà, avec ce qu'on a découvert avec Cassini, ça, je pense, ça a été un des résultats. C'est très dur de dire quel est le résultat majeur de Cassini. Il y en a tellement, mais un des résultats majeurs de Cassini, je pense, que ça a été la compréhension en fait que toutes les composantes du système saturnien sont interconnectées. On ne peut pas comprendre les anneaux sans comprendre les satellites et même sans se poser la question de l'intérieur de la planète. Et ce qu'on a compris sur les anneaux, c'est que en fait, il y a un lien génétique entre les anneaux et les satellites. Et ça a complètement reformulé la question de quelle est l'origine des anneaux, parce qu'aujourd'hui, c'est une des grandes questions en planétologie. Toutes les planètes géantes ont des anneaux, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Et là, Cassini nous a permis de faire de très grands progrès. Et là, pendant ces derniers tours, le tour grand final, on a eu des nouvelles mesures sur la masse des anneaux. Alors, bon, les résultats ne sont pas encore sortis. On a des premiers résultats qui sortent et qui, je pense, vont nous permettre de faire de très grands progrès sur cette question. Et en particulier sur cette question, je profite de cet instant pour penser à André Braic. André Braic qui a été le grand spécialiste français des anneaux et qui a été le promoteur de cette mission en France. Et j'ai une pensée très émue pour lui parce que j'ai une pensée très... Pardon ? Oui, on l'applaudissait à Paris, là. Très bien. J'ai une pensée très émue pour lui parce que sans lui, je ne serais pas là, beaucoup de mes collègues ne seraient pas là. Et je pense que vous aussi, dans cette salle, peut-être, vous ne seriez pas tous là. Et je pense que, voilà, donc j'ai une pensée émue pour André à ce moment. Et voilà, j'espère que... Enfin, on pense tous à lui. Voilà. Nous avons la même pensée très émue, tous ici également. Merci beaucoup. On va passer... Merci à vous. On va faire intervenir Valérie Lenné. Valérie Lenné, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Vous travaillez sur la dynamique des lunes. Quel est le lien, effectivement, avec leur structure intérieure et avec celui de Saturne? Alors, bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être assez rapide. Le lien tient à ce qu'on appelle les effets de marée. Alors, sur Terre, on pense tous aux marées océaniques, hein, c'est-à-dire que la Lune, effectivement, lève des bourrelets de marée sur la Terre, et donc ça influe directement sur le niveau des océans. Mais en réalité, les effets de marée ont lieu n'importe où dans le système solaire, sur tout objet, puisque tout objet étant déformable, eh bien, il peut subir l'attraction gravitationnelle d'un autre et être déformé. Et cette déformation, en fait, eh bien, va créer de la friction interne. C'est un petit peu comme lorsqu'on se frotte les mains, on convertit ce qu'on appelle de l'énergie mécanique en chaleur, et ça chauffe. Eh bien, c'est la même chose en réalité pour les effets de marée. Et cette chaleur est fondamentale puisqu'elle va permettre, par exemple, dans le cas d'Encelade, de maintenir un océan d'eau liquide global sous la surface du satellite. Donc, on a vraiment directement un lien entre l'orbite et l'intérieur des lunes, en particulier Encelade. Et il se trouve que, alors c'était un peu plus surprenant, on a appris avec Cassini que, eh bien, on avait également des effets de marée dans Saturne, on s'en doutait, mais que ces effets de marée dans Saturne sont également extrêmement puissants et ont un impact direct sur le mouvement de l'ensemble des lunes. Et en réalité, on a mesuré, grâce aux données Cassini, que cette expansion orbitale était à peu près 10 fois plus rapide que ce que l'on imaginait, ce qui a donc des conséquences pour la formation de ces lunes et un lien, comme le disait déjà Sébastien, avec les anneaux. Donc, structure interne de Saturne, des lunes de Saturne et les anneaux sont liés par la dynamique. Merci infiniment pour cette synthèse rapide et très claire. Bravo. Valérie. Je repasse l'antenne à Paris pour gagner un peu de temps sur notre calendrier. Merci Frédéric, à tout à l'heure. Marcello, désolé de cette interruption, mais du coup, c'est intéressant parce que ça rebondit aussi avec ce que tu nous disais et que tu nous apprêtais à dire. C'est un système très dynamique, en fait. Oui, complètement, complètement dynamique. Et pour terminer, je vous amène avec les images de Cassini, de ces satellites, rapidement. Alors, vous avez ici Mimas, hein. Mimas, vous voyez, a un grand œil, c'est un cyclope dans les astéroïdes, dans les satellites de Saturne. Et vous avez ici une image de Titan qui passe au-dessus des satellites, des anneaux. Et ici, vous avez la différence en albédo, donc différentes, probablement, situations morphologiques et compositionnelles sur sa surface, révélées par les différentes couleurs entre le bleu clair et le bleu foncé.
Ici, vous avez encore une éclipse d'une de petites lunes par mi-masse. Hein, et voilà, ça sont des choses qu'on peut voir seulement sur place. C'est ça. Et donc, ça, c'est un de merveilles que Cassini nous a permis de voir. Permets-moi après avoir eu des pensées émues pour André Braic, on a là tout de suite une pensée émue pour Audouin Dollfus, aussi astronome de l'Observatoire de Paris-Meudon, parce que c'est lui le découvreur de Janus. Janus, qui est un couple avec une autre satellite, et l'effet, et ça c'est les 10e satellites de Saturne découverts au sol, et après, lorsque Cassini est allé, a trouvé Giano, qui est son copain, et sont 2 satellites co-orbitales, sont sur la même orbite, et c'était ça qui avait perturbé la première découverte d'Audouin. C'est incroyable de voir aussi, on en reparlera tout à l'heure tous les deux quand on parlera d'histoire, mais les Italiens ont beaucoup marqué, on en parlera, mais les Français, donc entre André et Audouin Dollfus, là aussi on a une vision historique extraordinaire. Extraordinaire. Donc, l'autre petit de la première couple que je vous ai montré, c'est Encelade, qui, comme vous avez écouté, a des caractéristiques extraordinaires. Vous voyez déjà une grande différence morphologique entre une zone qui est complètement cratérisée et une autre où il y a beaucoup moins de cratères, mais beaucoup de fractures. Ces fractures sont à l'origine de cette émission de matière, surtout de l'hydrogène, qui a caractérisé la présence d'un autre anneau, l'anneau E, par Encelade. Donc, et c'est une espèce de torus de matière qui a comme origine cette émission du pôle sud du satellite, qui, comme vous avez écouté par Valérie, Valérie vous a dit qui sont les... Est-ce que c'est unique dans le système solaire, cette relation? La sortie des matières comme ça, c'est vraiment unique. Je pense qu'il y a d'autres grandes fractures qui ne sont pas accompagnées par une émission. Il y en a quelques-unes sur des autres satellites. Alors là, vous voyez encore, ça c'est une image qui est arrivée avant-hier d'Encelade. C'est là. Hein? C'est une image qui a repris Cassini. Donc, Tétis, c'est un des 2 satellites de la deuxième couple, et la caractéristique, c'est d'avoir beaucoup de cratères d'un côté, et de l'autre côté, une grande faille qui probablement est liée à la formation du grand cratère en face. Mais vous avez aussi, pour la première fois, 2 satellites au-delà de Jupiter avec les astéroïdes troyens et grecs, 2 satellites qui sont sur la même orbite, dans les points lagrangiens L4 et L5. Donc, ce sont des troyens. C'est très stable. Très stable, position extrêmement stable. Ce sont 2 petits satellites de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres, hein, qui ont été découverts par Cassini, naturellement. Chose qui se répète avec l'autre composante de cette couple d'Ione. Il y en a 2 autres, vous voyez là, un tout plus petit et l'autre de la même taille, plus ou moins. Et donc, on a aussi trouvé un grand nombre de satellites troyens. Les satellites troyens sont très intéressants parce qu'ils ont des valences dynamiques extrêmement importantes et qui nous permettent de mieux connaître la dynamique globale. Rhea, c'est un gros satellite assez ennuyant, disons, hein, parce que c'est des cratères comme ça. Hein, on peut les compter, on peut faire... C'est de la bonne science, mais par rapport aux autres, hein, c'est moins sexy. Et surtout parce que son compagnon en taille, c'est Japet. Japet, vous savez, je vous en parlerai plus tard lorsqu'on parlera de Cassini, de la partie historique, est moitié blanc et moitié noir. Et la partie noire, probablement, est due au fait que, étant donné celle qui précède dans son orbite, donc c'est la partie qui est en face à ce qui arrive sur l'orbite, probablement elle a reçu un grand nombre, une pluie de débris qui a changé complètement sa caractéristique morphologique totale.
ça pourrait être lié en quelque façon à la présence de cet objet-là, Hyperion, et cet objet serait un de ces débris, mais qui n'a pas arrivé à frapper Japet parce que a été emprisonné dans une résonance avec Titan. La résonance, ce sont des points de stabilité. Donc, il s'est retrouvé à passer par là et Titan l'a branché. L'exceptionnel Marcello Fuchignoni, je vous demande d'applaudir. Marcello, à tout à l'heure. Merci beaucoup.